Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer de regarder ensemble ce que c'est l'ensemble de définitions d'une fonction. Alors, je fais cette vidéo parce que je compte faire des exercices sur la fonction logarithme népérien. Donc, c'est le cours que j'ai publié précédemment. Et en fait, pour un petit peu commencer par les premiers exercices, en fait, on va regarder l'ensemble de définitions de la fonction logarithme. Donc, je voyais que c'est hyper important que je revoie avec vous ce que c'est déjà l'ensemble de définitions d'une fonction. Donc, ça va être une vidéo courte où on va regarder rapidement quelques exemples pour que vous puissiez voir de quoi s'agit-il, parce que souvent, les élèves un petit peu, ils galèrent pour trouver l'ensemble de définitions d'une fonction. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une fonction? Une fonction f, en fait, qu'est-ce que ça prend? Ça prend en entrée un certain x qu'on appelle l'antécédent. Il fait une sorte de transformation. Voilà, il fait le x, il retranche moins 1, il met le tout au carré par exemple, ou bien il prend le x et le divise par 2. C'est ça une transformation. Et ça vous donne cette sortie-là qui s'agit de la transformation dont je viens de parler. Un exemple simple, ça pourrait être une fonction f de x, voilà, qui prend en entrée un x, voilà, c'est l'antécédent, et qui va faire sortir par exemple x au carré, il va retrancher moins 3x et il va rajouter 2. Voilà, ça c'est une fonction f. D'accord? Donc il prend en entrée un x et il nous donne cette sortie-là qui est ce x-là au carré moins 3 fois ce x-là plus 2. Et après, si on veut par exemple calculer l'image de l'antécédent 0, par exemple, il suffit de remplacer les x là qu'on a ici, de les remplacer par la valeur en question qui est 0. Donc 0 au carré, moins 3 fois ce 0 là. Il ne faut pas oublier qu'entre une lettre et un nombre, on n'écrit pas le fois, c'est juste un abus de langage. Donc là c'est 3 fois x, mais le fois on ne l'écrit pas. 3 fois 0 plus 2. Et voilà, ça va donner 2, parce que 0 est 0. C'est ça une fonction f. Une fonction f, donc là vous voyez que le x là, cet antécédent ou ce qu'on appelle aussi l'entrée, normalement, il doit avoir un certain intervalle de valeurs possibles. Parce qu'il y a des fonctions f qui auront des valeurs bien limitées, d'autres qui auront beaucoup de valeurs, etc., etc. Et donc, en fait, c'est ça qui va nous pousser à parler de ce qu'on appelle l'ensemble de définitions. C'est pour ça la définition de manière générale d'une fonction f, donc une fonction f, elle a un ensemble, ce qu'on appelle un ensemble de départ, donc d de f, que je vais détailler par la suite, vers, de manière générale, un intervalle j qu'on va appeler l'image de ce 2 de f, et qui est associé à chaque x l'image de f de x. Donc là, ça c'est l'entrée, l'antécédent, ça c'est l'image de cet antécédent. Et d de f c'est quoi? En fait, c'est ce qu'on appelle toutes les valeurs possibles que peut prendre x et pour lesquelles on peut calculer une image. Et c'est ce qu'on appelle l'ensemble de définitions. Donc une fonction f, voilà sa définition mathématique. Les valeurs permises, ce sont d de f. Les images de ces valeurs permises ou les transformations de ces valeurs permises, c'est l'intervalle j. Et qui est associé à chaque x, ce x-là, il est dans ce d de f, donc ce x, il est ici. Il est associé f de x. Et toutes les valeurs de f de x qu'on va avoir, ils vont construire ce qu'on appelle le j qui est l'image de ces 2 de f. Et toutes les valeurs de x permises, ils vont constituer ce qu'on appelle le domaine de définition. Alors pour un petit peu introduire la notion de l'ensemble de définition, j'aimerais bien partager avec vous un exemple simple. Supposons que je vais prendre une fonction f de x qui est égale à 1 sur x. Voilà, pour chaque x, qu'est-ce qu'elle fait la fonction? Elle prend l'inverse. Si tu lui donnes 2, il va te donner à la sortie 1 demi. Si tu lui donnes 3, il va donner 1 tiers, etc., etc. Regardons cette fonction. Est-ce que vous pensez qu'il y a un élément, c'est-à-dire, concrètement parlant, est-ce qu'il y a une valeur de x pour laquelle on ne peut pas faire la transformation de cette valeur-là? C'est-à-dire, on ne peut pas calculer l'image. Vous pouvez réfléchir un instant. Et la valeur, du coup, c'est 0. Pourquoi? Parce que si j'essaye de calculer f de 0 c'est 1 sur 0. Alors ça c'est impossible. Ça n'existe pas. 1 sur 0, ça n'existe pas parce qu'une division par 0 est interdite en mathématiques. Donc c'est-à-dire que déjà le 0 quand on parle ici,
ben, il ne sera pas dans D de f, parce que je ne peux pas calculer son image. D'où l'importance, voilà, c'est très important, d'où l'importance de donner ce qu'on appelle l'ensemble de définition de f. C'est un ensemble qui va nous permettre de savoir quelles sont les valeurs possibles pour lesquelles on peut calculer l'image de D de f. D'accord? On peut calculer l'image de ces éléments-là par la fonction f, pardon. Et bien, c'est celui-là. Du coup, l'ensemble de définition d'une fonction, c'est quoi? Ben, c'est toutes les valeurs de x qui appartiennent à R, telles que. Il y a une condition. C'est quoi cette condition? Il faut que l'image de ce x-là, f de x, il faut qu'il existe. Alors, ça veut dire quoi existe? Ça veut dire quoi f de x existe? Ben, vous pouvez prendre cet exemple-là. Ici, f de 0 n'existe pas. Donc là, je définis un petit peu existe, f de x existe par son contraire. Ça, c'est un exemple où ça n'existe pas. Donc, si je fais par exemple f de 1 c'est sur 1, c'est égal à 1. Ça existe. Voilà. Maintenant, quels sont les classiques ou un petit peu les règles de base sur lesquelles on va se baser pour trouver les ensembles de définition de n'importe quelle fonction? Alors, les deux règles de base sont les deux premiers. Après, vous allez voir qu'il y a d'autres selon des fonctions qui ont un ensemble de définitions bien déterminées. Et je vais d'ailleurs évoquer la fonction logarithme parce que c'est ça qui nous intéresse pour les exercices qui vont être publiés prochainement. Mais les deux règles classiques pour déterminer l'ensemble de définitions, c'est les deux premiers. La première des choses, c'est qu'il ne faut pas avoir de zéro au dénominateur. Et je pense que c'est clair pour vous. Jamais il faut diviser par 0. C'est-à-dire que si vous avez une expression, on va détailler un exemple ensemble, si vous avez une fonction qui a un dénominateur, ben, il faut être sûr et certain que le dénominateur ne soit pas nul. D'accord? Deuxième règle, pas de nombre négatif dans la racine. Si vous avez une racine carrée, par exemple une fonction f de x qui est égale à la racine carrée de x carré plus 1, par exemple, ben, il faut s'assurer que ce qui est à l'intérieur de la racine, il faut qu'il soit positif. Toujours. C'est-à-dire, il faut aller chercher les valeurs de x pour que cela il soit toujours positif. D'ailleurs, dans cet exemple-là, je l'ai donné exprès, ça c'est toujours positif. Parce que x carré c'est positif, plus 1 c'est positif, donc c'est toujours positif. Donc il n'y a pas de contrainte. Donc ici, d de f, ça sera tous les réels, ça sera l'intervalle r. D'accord? Par contre, si je mets par exemple moins 1, alors ça remet en cause, parce que x carré moins 1, ce n'est pas toujours positif. Il y a des valeurs où ça pourrait être négatif. Exemple très simple, 0. 0 au carré c'est 0, 0 moins 1 c'est moins 1, racine de moins 1 n'existe pas. D'accord? Donc ça c'est hyper important, n'existe pas dans R, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, donc ça c'est une chose. Donc, pour les deux premières règles. La troisième règle, ça sera notre objectif de la séance prochaine. On va essayer de faire un exercice où on va vous demander de déterminer l'ensemble de définitions de la fonction logarithme. On va avoir plusieurs cas, parfois avec des dénominateurs à l'intérieur, de la racine carrée, des valeurs absolues, etc., etc. Et on va essayer de faire ça. Mais là, on va se limiter juste aux deux premiers. Ça va vous donner déjà la philosophie, la démarche pour le faire, et puis vous allez voir que c'est hyper simple. Une fois qu'on connaît les règles, ça devient très fluide. D'accord? Alors, allez, on va faire un exemple pour que vous puissiez un petit peu pratiquer tout ça, et vous allez voir que c'est pas difficile et qu'il faut juste comprendre les règles, et après c'est juste le stylo qui va bouger. Ça marche? Je vais donner un exemple. Je vais prendre la fonction f de x qui est égale à x au carré moins 3x plus 2. Alors, pardon, c'est pas celle-là. Je vais prendre f de x plutôt égale 2x carré moins 1 divisé par x carré moins 3x plus 2. Ça va être notre première fonction. Alors, déterminons le d de f, le domaine de définition de cette fonction. La première chose que je vois, c'est qu'il y a un dénominateur. Ah ben, tiens, c'est la première règle. Qu'est-ce qu'il ne faut pas avoir? Il ne faut pas avoir de 0 au dénominateur. C'est-à-dire, il ne faut pas que je remplace x par une certaine valeur de telle façon que le dénominateur il soit nul. Parce que ça sera interdit. Le numérateur, je m'en fous. Même s'il est nul, je m'en fous. Ça, il faut qu'il soit non nul. C'est-à-dire, un certain x, maintenant la démarche qu'il faut suivre pour déterminer le d de f. Un certain x, il appartiendra à d de f
si et seulement si, pour que ce x-là qui est quelconque, il puisse être dans l'ensemble de définition, pour qu'il puisse être un candidat dans D de f, il faut quoi? Il faut que cette expression-là, d'accord? Il faut que toute cette expression-là, qui est au dénominateur ici, voilà, il faut que le x carré moins 3x plus 2, il faut qu'il soit non nul. Voilà. Il faut que toute cette expression-là soit non nulle, sinon c'est les nuls, ben ça n'existe pas, c'est interdit. D'accord? Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut maintenant chercher les valeurs de x pour lesquelles cette expression-là, elle est non nulle. Alors, cette tâche, elle est pénible. Pourquoi elle est pénible? Si j'essaye de trouver toutes les valeurs de x pour que ça soit non nul, ben en fait, il y a une infinité. Le plus simple, c'est de chercher plutôt les valeurs de x pour lesquelles cette expression s'annule, parce qu'ils sont très peu. Je vous donne un exemple très simple. Lorsqu'un prof il fait l'appel à la présence ou l'absence des élèves, et souvent il va essayer de regarder quels sont les élèves qui sont absents, parce qu'ils sont très peu. S'il y a 2 ou 3 de manière générale, parfois même pas, bah, s'il arrive à déterminer les absents, bah, il peut savoir le reste, c'est des présents. Pareil, si on arrive à trouver les valeurs pour lesquelles cette expression-là, elle s'annule, on peut déduire les valeurs pour lesquelles cette expression ne s'annule pas. D'accord? Bien sûr, on travaille dans l'intervalle R. Donc, si je connais que 1 va annuler cette expression, ben, le reste, c'est-à-dire R privé de 1, ne va pas annuler l'expression. Et bien c'est parti, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'équation, on a x carré moins 3x plus 2 égale à 0. On va résoudre cette équation-là. Et là, je pense que vous maîtrisez très bien. C'est une équation de second degré. On va calculer le delta. Alors, pour rappel, delta, c'est quoi? C'est b carré moins 4ac. Alors, b carré, donc c'est moins 3 au carré, c'est 9. Moins 4 fois 1 fois 2, c'est moins 8. Donc, ça fait 1. 1, c'est une valeur strictement positive, donc il y a deux solutions. La première solution, c'est x1. Donc, je rappelle les règles pour ceux qui ont oublié. C'est 2a. Et la deuxième solution, c'est moins b plus racine delta divisé par 2a. Alors, moins b, donc ça fait 3, moins racine de delta moins 1, divisé par 2 fois a, c'est 2 fois 1. Et donc, 3 moins 1, c'est 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. Et là, ça fait 3 plus 1 divisé par 2, et donc ça fait 2. Donc, ça veut dire quoi? Les deux valeurs pour lesquelles cette expression elle s'annule, ben c'est 1 et 2. C'est-à-dire, quelles sont les valeurs qui ne vont pas annuler cette expression? Ben c'est toutes les valeurs réelles, sauf 1 et 2. D'où, pour que x, d'où x appartenant à d de f, si et seulement si, ben x il doit être différent de 1 et x est différent de 2. Voilà, c'est-à-dire que c'est quoi d de f? Ben d de f, c'est l'intervalle R privé de quoi? Privé de la valeur 1 et de la valeur 2. Alors, on peut écrire aussi cette notation comme ça, sous forme d'intervalle. Regardez, si je prends l'intervalle, une droite qui représente les valeurs réelles, il est où le 1? Le 1, il est ici. Il est où le 2? Le 2, il est ici. Maintenant, quelles sont les valeurs permises dans D de f? Ben, en fait, tout sauf celle-là et celle-là. C'est-à-dire, c'est de moins l'infini jusqu'à 1. Mais 1, c'est ouvert. Union, quoi? Union, cette partie-là. Union, la partie 1, 2. Union, 2 toujours ouvert. 2 plus l'infini. D'accord? 2 plus l'infini. Voilà. Donc ça, c'est pour l'ensemble de définitions de cette fonction. J'espère que vous l'avez déjà très bien compris. C'est une application directe de un ensemble de définitions où un dénominateur ne doit pas être nul. Maintenant, on va faire un autre exemple avec à peu près la même fonction. Donc, je vais me permettre d'effacer tout ça. Donc, n'hésitez pas à noter. Voilà, le corriger si cela vous intéresse. J'espère que ça vous intéresse quand même, parce que vous êtes arrivé à ici. Du coup, je vais effacer tout ça. Et je vais faire un petit changement. Vous allez voir que ça va changer beaucoup l'ensemble de définitions. Je vais garder le même exemple parce que comme ça, vous voyez que en faisant quelques changements très mineurs, ça pourrait modifier l'ensemble de définitions de la fonction.
je vais réécrire, d'accord? Je vais réécrire la même fonction, d'accord? Donc c'était x carré moins 3x plus 2. Regardez ce que je vais rajouter. Je vais rajouter la racine carrée. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça change de rajouter la racine carrée? Et bien vous allez voir qu'est-ce que ça va rajouter. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai les deux choses qu'il faut vérifier. J'ai à la fois un dénominateur, donc il faut que tout le dénominateur soit non nul, c'est-à-dire pour que x il appartient à d de f, il faut que tout le dénominateur, donc tout le dénominateur, ben je prends tout, c'est-à-dire je prends la racine de x carré moins 3x plus 2, il faut qu'il soit non nul. Maintenant, j'ai une racine carrée. C'est quoi la condition? Il faut que ce qui est à l'intérieur de la racine soit positif ou nul. Parce que je parle que de la racine carrée. Et, parce que c'est très important, c'est le et, c'est pas un ou, c'est et, il faut que les deux conditions soient vérifiées. Et ce qui est à l'intérieur de la racine, donc le x carré moins 3x plus 2, il faut qu'il soit supérieur ou égal à 0. Regardez bien ces deux conditions. Et pour que vous puissiez les comprendre, je vais vous donner un exemple simple. Supposons que vous avez une condition de ce type. Il faut que la racine de y il soit non nul et y il faut qu'il soit supérieur ou égal à 0. À votre avis, cette condition-là, est-ce qu'on peut la mettre tout simplement sous la forme y supérieure strictement à 0? Est-ce que ces deux conditions ne sont pas équivalentes à celle-là? La racine de y doit être non nulle. Pour que la racine de y doit être non nulle, déjà il faut que le y dont je parle ici, il faut déjà qu'il soit positif. Donc déjà, ça il faut qu'il soit positif. Et ça, c'est déjà inclus ici. Y positif, parce que pour que cela existe, il faut que l'écart soit positif. Donc c'est déjà inclus là. Mais attention, il faut que la racine de y soit non nulle. C'est-à-dire il faut que ce qui est à l'intérieur de la racine soit non nul aussi. C'est-à-dire il faut que le y soit strictement positif. Donc si y est strictement positif, j'aurai à la fois cette condition et cette condition. Les deux, je peux les ramener à cette condition-là. Donc il faut que le y soit strictement positif. Donc cette condition et cette condition, c'est équivalent à ce que le x carré moins 3x plus 2 soit strictement positif. Est-ce que c'est clair? Il faut que l'intérieur de la racine soit supérieur ou égal à 0 et la racine de celui-là soit non nulle. C'est-à-dire, déjà ça, il doit être positif et en plus de ça, il ne doit pas s'annuler parce que s'il s'annule, la racine de celui-là, il va être nulle et donc on aura un dénominateur nul. C'est impossible. Donc il faut que ça soit strictement positif. Donc ça va être OK pour à l'intérieur de la racine. Parce que c'est positif, sa racine existe. En plus de ça, puisque c'est strictement positif, donc c'est non nul, la racine de quelque chose de non nul, c'est non nul. D'accord? Très bien. Maintenant, on va pouvoir continuer. Maintenant, il faut que x carré moins 3x plus 2 soit strictement positif. Ça, c'est un polynôme de second degré. Et avec le delta, les solutions, les racines, on peut très bien déterminer le signe de ce polynôme. On a déjà fait on a calculé le delta, on a trouvé que c'est x1 égale à 1, x2 égale à 2. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir faire le tableau de signes pour voir quand est-ce que cette expression est strictement positive. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les x qui sont dans D de f. Les x qui sont dans D de f, c'est équivalent à ce que x carré moins 3x plus 2 soit strictement positif. Et pour que cela soit strictement positif, on va regarder dans quel intervalle c'est strictement positif. Donc ça c'est x, là c'est le fameux x carré moins 3x plus 2, là c'est moins l'infini plus l'infini. Je positionne les racines, là ça s'annule, ce polynôme il s'annule en 1 et en 2. Et là vous vous rappelez de la règle, à l'intérieur des racines c'est le contraire ou c'est l'opposé de signe de a, à l'extérieur des racines c'est le signe de a. A ici étant égal à 1, positif, donc c'est plus, et là c'est moins. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'intervalle où cette expression va être strictement positive. Et c'est ici.
est strictement positif, ça veut dire que je ne dois pas inclure le 1 et le 2. Donc, pour que x soit dans D de f, il faut que le x il soit dans moins l'infini 1 ouvert, 2 plus l'infini ouvert. Donc, c'est quoi l'ensemble de définition? Eh bien, c'est moins l'infini 1 ouvert, union 2 plus l'infini. Vous avez vu que ça changeait l'intervalle qu'on a trouvé tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure, on n'avait que 1 et 2 comme étant valeurs interdites. Là, c'est tout l'intervalle 1, 2 qui représente les valeurs interdites pour cette fonction. Voilà, on arrive au bout de la vidéo. J'espère que vous avez très bien compris ce que c'est l'ensemble de définition d'une fonction. Dans la prochaine vidéo, donc, je vais faire un exercice sur l'ensemble de définition de la fonction logarithme. Vous allez voir qu'on va un petit peu revoir toutes ces notions-là ensemble. Donc d'ici là, je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore regardé le cours sur la fonction logarithme népérien, n'hésitez pas à y aller. Il y a deux vidéos qui résument un petit peu l'essentiel, ce qu'il faut retenir du cours de la fonction logarithme népérien. Et je vais faire une série d'exercices petit à petit jusqu'à ce qu'on fasse un exercice complet avec une étude de fonction, avec la fonction exponentielle, etc. Voilà, et d'ici là, je vous dis à très bientôt.